Voilà, vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs. Merci et bienvenue sur Congo Buzz Télévision. Tribune de la jeunesse, nous vous accordons la parole, les jeunes, et surtout dans cette période très compliquée où la République démocratique du Congo est menacée. Aujourd'hui, on échange dans ces forums avec mes invités sur le discours du chef de l'État. Il a appelé la jeunesse à prendre conscience et puis pour défendre d'ailleurs l'intégrité de notre pays. Avec David Kabambos, déjà sur ce plateau. David, salut. Bonjour Daniel. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Ça va chez vous? Oui, ça va. Très bien, on revient à David, Madame Jeanne, Maître Jeanne, comment allez-vous? Ça va très bien, je tiens déjà à vous remercier pour cette invitation. Sinon, tout va bien. Il fait très chaud le machine, mais bon, à Kinshasa, mais ça va. Merci beaucoup, madame. Et de l'autre côté, le coordonnateur national de l'ACD, lui, c'est Fidèle Senga, toujours. Oh, bonjour, monsieur Fidèle. Bonjour, Daniel. Bienvenue à Congo Buzz Télévision. Merci. Et de l'autre côté, Gabin Kapenga, il nous vient de Lualaba, n'est-ce pas, monsieur Gabin, bonjour. Bonjour, monsieur Daniel. Vous allez bien? Très, très bien. Comment Lualaba? Tout se passe à merveille. Tout va bien, au Lualaba. Très bien, d'accord. On commence notre tribune de la jeunesse. Nous avons quelques thématiques sur lesquelles nous allons parler. D'abord, on va commencer avec l'attitude des jeunes face à l'adresse de Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Je commence d'abord avec peut-être avec David, parce qu'après ça, nous aurons la deuxième thématique, David, c'est sur la jeunesse congolaise est-elle manipulée? Et après, nous aurons bien sûr à aborder que l'apport de la jeunesse ou la responsabilité de la jeunesse dans cette période. Donc autour de ça, déjà David, comment avez-vous accueilli le message du chef de l'État en tant que jeune? Voilà, un bon discours tenu par le garant de la nation, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, on s'attendait un peu à plus. C'est ce qu'il a dit carrément, ça a essayé de mettre de l'eau dans le vin. Le président de la République démocratique du Congo qui appelle la jeunesse à intégrer massivement dans les forces armées pour défendre l'intégrité territoriale. Moi, je me dis, lorsqu'il s'agit d'aller mourir au front, voilà, c'est la jeunesse qui est au devant de la ligne. Oui. Lorsqu'il s'agit de dispatching de ces postes-là dans les entreprises publiques, voilà, on fait recours à de membres de partis politiques. La jeunesse, aujourd'hui, moi, je trouve qu'elle est au plus haut point manipulée. Et c'est carrément mon point de vue. Le discours du président de la République a été bien accueilli par la grande majorité de la population, de la jeunesse surtout, moi y compris, mais je trouve un peu exagéré cet appel-là d'intégrer voilà, les forces armées de la République. Très bien, on va également entendre, écouter Madame Maître Jeanne. Comment avez-vous accueilli l'adresse du chef de l'État? Monsieur Daniel, je tiens d'abord à vous remercier une fois de plus. Très bien. Nous devons prendre conscience d'une chose. Okay. Notre pays est en train de traverser une des plus grandes crises en ce moment. L'intégrité territoriale de notre pays est en danger. Ce n'est pas une question d'un individu, d'un parti politique ou d'un mouvement de gens. C'est une question de tout Congolais, de tout citoyen congolais. Quand on porte cette identité, cette nationalité congolaise, ça doit nous interpeller sans qu'on soit poussé d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, les politiciens ont l'habitude de nous manipuler, d'utiliser la jeunesse, spécialement quand c'est pour leurs besoins, pour un dessein quelconque. Mais concernant l'agression de notre pays, c'est une question citoyenne. Je pense que tout Congolais doit se sentir vraiment intéressé et penser comment est-ce que nous pouvons éradiquer ce mal. Parce que ceux qui meurent, que ce soit à l'est du Congo, il n'y a pas que des politiciens ou des enfants des politiciens, ou c'est aussi des jeunes, c'est aussi des femmes, c'est aussi des enfants.
Alors, nous, en tant que citoyens congolais, quelle est notre part de responsabilité? Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Voilà un peu, nous avons suivi le discours du chef de l'État, oui, mais est-ce que c'est un discours qui nous interpelle vraiment? Je ne pense pas. Je pense que chacun de nous a une conscience, chacun de nous a une conscience, le discours c'est toujours des phrases, c'est toujours des mots, sans impact réel. Mais moi j'interpellais seulement les jeunes, pas seulement les jeunes, mais tous citoyens congolais, de prendre conscience que notre pays traverse une crise majeure. Ça, c'est l'avis de Madame Jeanne. Alors, Monsieur Gabin, comment avez-vous accueilli les mots ou les propos de Félix Antoine Tshisekedi, notre président? Merci beaucoup, Monsieur Daniel. J'ai été fort touché par le message que le chef de l'État a eu à prononcer ce jour-là. Mais d'emblée, je dirais que la souveraineté nationale est une histoire non négociable. C'est une affaire de tous les Congolais. Ça ne concerne pas que le chef de l'État. Ce n'est pas l'affaire du premier citoyen congolais, mais c'est l'affaire de tous les Congolais, en particulier de la jeunesse, parce que ici nous sommes sur un plateau spécial qui parle de la jeunesse. Ce sont les jeunes qui doivent être au premier plan dans toutes les actions politiques. Nous voyons dans notre pays, chaque fois qu'il y a des manifestations, il n'y a aucun homme politique qui recourt à sa famille, tous se réfèrent à la jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse a une place prépondérante dans le milieu politique, sportif, socio-culturel, dont dans la vie de tous les jours du Congo, la jeunesse a une place prépondérante. C'est à nous, les jeunes, de prendre conscience, de nous positionner par rapport à ça. La décision d'intégrer les forces de la République et les forces de sécurité ne doivent pas, l'appel ne doit pas venir du chef de l'État. Cela doit être une génération spontanée. C'est-à-dire les jeunes doivent prendre conscience par eux-mêmes que l'avenir de ce pays est entre leurs mains. L'avenir du Congo n'est pas entre les mains des politiques. Ce sont les jeunes qui doivent dicter leur volonté aux politiques et c'est aux politiques d'appliquer cette politique de la jeunesse, ces vœux de la jeunesse. Je veux que cette dynamique sorte de la jeunesse, que les jeunes comprennent que l'avenir de ce pays dépend des décisions qu'ils auront à prendre aujourd'hui. Par ce temps qui court, le Congo traverse une situation sans pareil. La souveraineté nationale est en danger. Nous sommes dans l'obligation morale, l'obligation historique de nous lever tous comme un seul homme pour combattre ces antivaleurs. Laissons de côté nos divergences. Réfléchissons comme des jeunes responsables, capables de prendre leur destin en main. Trouvons des solutions aux problèmes auxquels le pays est confronté. Le chef de l'État a parlé. Il a des problèmes. L'État est en danger. C'est à nous d'apporter des solutions. Quelle est notre part? Très bien. L'appel du chef, ce n'est pas seulement d'intégrer l'armée. Tous les jeunes ne seront pas enrôlés. Mais le chef a besoin des idées novatrices. Et c'est la jeunesse qui est la caisse de résonance de toutes ces idées. Voilà pourquoi j'ai accepté volontiers de participer à ce débat. Merci beaucoup, Monsieur Gabin. Alors, Monsieur Fidèle Senga, vous encadrez le jeune. L'attitude que vos jeunes ont eu à l'égard de l'adresse du chef de l'État? Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Tout d'abord, je dois vous dire que après les discours du chef de l'État, la coordination nationale des ACD s'est réunie pour analyser ces discours. Et donc, tout ce que je vais pouvoir dire ici, c'est la position même de l'ACD. Nous avons accueilli avec satisfaction le discours du chef de l'État, mais avec un peu d'inquiétude, dans le sens que, comme David l'a dit, lorsqu'il s'agit de mobiliser la jeunesse pour aller à la guerre, là facilement, on appelle la jeunesse. Mais quand il y aura des assises, par exemple, le dialogue, les consultations, dans les instances pour le partage des pouvoirs, là les politiciens envoient les enfants. Lorsque vous analysez toutes les ordonnances qui sont lues par les chefs de l'État, des fois il est innocent, il n'est même pas parfois conscient qu'il a signé des ordonnances des enfants de tel, de tel. Vous-même, vous avez vu le scandale. Oh, c'est l'enfant de tel, oh, c'est l'enfant de tel. Donc, parmi le préalable, le principal, avant de lancer la mobilisation, ACD a pensé qu'il fallait d'abord que dans le nouveau budget, qu'on puisse peut-être augmenter le budget de la défense nationale pour permettre à un militaire de toucher, ne fût-ce que
une somme qui peut motiver la jeunesse là, qu'on mobilise d'adhérer dans l'armée. Mais si déjà au départ nous savons que la grande part reste toujours entre les mains des politiciens, et en même temps, de l'autre côté, on mobilise la jeunesse pour aller toucher, par exemple, les $100. Vous connaissez qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui vivent sans emploi, bien sûr, de l'État congolais, mais qui s'organisent par leurs entrepreneuriats. Ils vivent avec $200 en 10 jours. Mais vous voulez l'exiger d'aller faire l'armée pour toucher à la fin du mois 400 000 francs, si c'est beaucoup d'ailleurs. Sinon, c'est moins de 400 000 francs, moins de 300 000 francs. Donc, un tel appel, je pense que c'est bien, la jeunesse a bien accueilli, mais ça demande une volonté politique d'améliorer les conditions d'abord de l'armée, des militaires. Pensez-vous que si aujourd'hui un militaire touche $1000, est-ce qu'on va commencer à demander les chefs de l'État, la jeunesse commencera à attendre que les chefs de l'État puissent tenir les discours, appeler la jeunesse d'intégrer l'armée? Je pense non. Comme M. Gabin l'a si bien dit, ça sera spontané. La jeunesse terminera elle-même peut-être les études, elle pense que bon, qu'est-ce que je dois faire? Il y a beaucoup de jeunes qui ont la volonté de servir la patrie. Mais tu peux aller intégrer l'armée pour aller t'enterrer vivant. Alors vous comprenez? C'est ici pour moi l'occasion d'ailleurs de féliciter déjà ceux qui sont dans l'armée. Ils ont réellement cette volonté, cet amour patriotique. Ils méritent notre accompagnement en tant que jeunesse. Parce que ce n'est pas toute la jeunesse qui aujourd'hui, dans le contexte de l'organisation de l'armée d'aujourd'hui, a cette volonté-là d'aller intégrer l'armée. Mais au moins, nous encourageons effectivement la jeunesse de prendre à bras le corps cet appel du chef de l'État parce que notre nation et notre État est en danger et la souveraineté effectivement est inaliénable. Nous devons sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Peut-être je voulais revenir à David. Est-ce que David, l'idée d'intégrer l'armée est-elle mauvaise par rapport aux jeunes? L'idée n'est pas mauvaise. L'idée n'est pas mauvaise. Comme je vais également revenir comme mes co-débatteurs ici, le chef de l'État qui fait cet appel, c'est pas mauvais, c'est un bon discours. Je vous l'ai dit. Votre inquiétude est à quel niveau? Mon inquiétude est au niveau, bien sûr, des conditions de vie dans l'armée. Ah oui. Les conditions de vie. Comment la police, la PNC vit? Comment le FRDC vivent, par exemple, dans différentes contrées sur les territoires nationaux, où il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas carrément l'endroit où s'abriter. Vous êtes au front, mais vous n'avez pas de endroits peut-être de détente pour s'abriter. Vous voyez, on a même des images qui nous viennent de l'étranger, lorsque les Ukrainiens sont au front. Mais vous voyez, c'est carrément un campement, c'est bien construit, ils sont dans des bonnes conditions, bien qu'ils sont au front. Il y a des moyens mis en jeu pour booster les morales de ces compatriotes-là qui ont voulu carrément défendre l'intégrité du territoire national. Est-ce qu'aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo vivent dans de bonnes conditions? Moi, je dirais non. Non, on ne va pas se voiler la face. En fait, c'est un secret des polichinelles. Même le président de la République est conscient. Et il a bien dit qu'il va améliorer les conditions de vie de forces armées de la République démocratique du Congo. Mais ça tarde. Ça tarde. Entre-temps, nos compatriotes sont en train de perdre la vie à l'est de la République démocratique du Congo. À part Bunagana, quelques contrées sont encore tombées entre les mains de M23, avec l'accompagnement du Rwanda, bien sûr. Le président l'a dit, la voie diplomatique a échoué. Ouais. Est-ce que nous allons recourir à la guerre aujourd'hui? Moi, je trouve que non, je ne peux pas carrément mettre carrément ces paroles-là dans la bouche du chef de l'État, mais il faudrait carrément chercher d'autres voies pour carrément mettre en sécurité ces personnes-là à l'est de la République démocratique du Congo. C'est carrément pitoyable lorsque vous voyez ces personnes âgées qui doivent carrément déménager et migrer vers d'autres contrées puisqu'ils sont menacés par les ennemis. Ça fait mal au cœur, en fait. Aujourd'hui, je peux dire carrément qu'on puisse améliorer les conditions de vie
de forces armées de la République démocratique du Congo et ça sera spontané. Je finis mes études, après je fais quoi à l'université? Non, je vais dans l'armée. Parce que je peux nouer les deux bouts du mois lorsque je suis dans l'armée. J'ai un salaire conséquent qui peut également subvenir aux besoins de ma famille. Madame Maître Jeanne, pour David Kabamba, il pense que avant que nous les jeunes, nous puissions prendre la décision d'adhérer ou d'intégrer l'armée, il faut au préalable que le gouvernement congolais améliore les conditions de nos militaires. Êtes-vous d'avis par rapport à ce que David vient de dire? Oui, je tiens à... Monsieur David a soulevé un point très important. Okay. Étant moi-même fille de militaire, et dernièrement, je crois il y a 2 semaines à Lumbashi, nous avons lancé des formations professionnelles pour les dépendants des militaires. Okay. C'est vrai, il y a beaucoup de précarité dans les camps, il y a beaucoup de précarité dans les familles des militaires. Les épouses et les enfants sont carrément abandonnés à leur sort. Ne parlons même pas des salaires de père. Ils servent parce que c'est un serment. Quand vous prenez un engagement, il faut respecter cet engagement-là. Ils servent jusqu'à, on dit, à donner la vie, comme on dit. Ils servent jusqu'à donner la vie. Mais bon, est-ce que les conditions suivent? Les conditions sociales suivent? Les conditions économiques, est-ce qu'ils sont pris en charge, leurs familles, leurs enfants et tout? Ce n'est pas le cas. Mais nous sommes dans un contexte un peu spécial. Okay. Ce n'est pas... Nous, au fait, au Congo, le mal est qu'on réagit, mais on n'anticipe jamais. On a attendu que les choses s'empirent pour qu'aujourd'hui on fasse appel aux jeunes. Non. Il faut une politique qui va inciter les jeunes, comme mes co-débatteurs l'ont dit tout à l'heure. Il faut une politique qui va inciter les jeunes à vouloir servir dans les forces armées ou PNC, garde républicaine, ainsi de suite. Mais non, là, nous sommes dans un contexte spécial. Nous sommes... Si nous n'agissons pas maintenant, ça veut dire que nous avons accepté de subir. Okay. Et en tant que jeunes, nous portons la même histoire de Lumumba, de Kimbangu, de tous nos grands qui sont passés. Nous ne pouvons pas accepter être agressés, se dire, bon, c'est la faute de notre gouvernement ne nous a jamais pris en charge ou ne sait pas bien nous entretenir. Non. Est-ce que la jeunesse est prête? Je crois que là... Et sommes-nous prêts? Je crois que l'éveil de conscience en ce moment précis est très élevé au niveau des jeunes. Beaucoup de jeunes sont capables de comprendre les enjeux. C'est vrai, il faut toujours faire la différence. Il y a la jeunesse intellectuelle, il y a la jeunesse vulnérable, il y a aussi la jeunesse qui est complètement abandonnée. C'est vrai, ceux qui sont intellectuels seront un peu comme les leaders pour pousser les autres d'intégrer les forces armées. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Est-ce qu'ils sont prêts? Oui. Ce n'est pas que si être prêt, il faut seulement prendre l'arme. Non. Il y a plusieurs manières de soutenir nos forces armées, de contribuer à ce que nos forces armées aillent jusqu'au bout et que nous puissions, que nos forces armées apportent la paix. Donc, c'est vrai, nous n'allons pas tous intégrer dans l'armée, mais nous allons soutenir les efforts de FARDC. Voilà. Monsieur Gabin était en train de dire, Monsieur Fidèle, que l'ère, donc, il est temps que nous puissions nous mettre d'accord pour sauver la nation. Je me pose la question, comme David et Madame Jeanne, est-ce que aujourd'hui, les fardeaux de la délivrance de ces pays reposent sur vous, les leaders des jeunes? Justement, le fardeau de la libération de notre pays par rapport à l'appel de l'État repose effectivement sur la jeunesse. Mais la grande responsabilité incombe au gouvernement. Comme Madame Jeanne était en train de dire les moyens, soutenir les jeunes. Elle est en train de dire, vous avez posé une question très intéressante à laquelle elle a essayé un peu de tituber en répondant, est-ce que la jeunesse est-elle prête? Elle vous a donné ici la différence des différentes catégories de jeunes. Mais l'armée, d'abord, je commence par préciser que l'armée n'est pas faite pour les personnes qui n'ont pas étudié. Même les docteurs, même les licenciés, ils sont censés faire l'armée. Pour vous dire que la jeunesse, elle est prête. Mais des conditions. D'où nous sommes à l'heure où chacun doit faire un petit sursaut patriotique
par rapport à la fonction qu'il assume au sein de l'appareil de l'État. Et ici, le grand sursaut patriotique revient aux politiciens. Parce que la grande part, pour améliorer les conditions qui permettront aux jeunes d'entrer facilement, d'intégrer facilement dans l'armée, il faut améliorer ces conditions-là. Et pour améliorer ces conditions, il faut réduire les trains de vie de certaines institutions, particulièrement des institutions politiques. Prenez par exemple les députés. On ne connaît même pas là où les débats sur le 21 000 $ est chuté. Il semblerait que les députés toucheraient d'ailleurs 21 000 $, si c'est vrai, et qu'on donne à un militaire 200 $. Et aujourd'hui, on appelle la jeunesse d'aller intégrer l'armée. Pensez-vous que cela sera possible? Même si nous sommes à l'ère, madame évoque de la situation spéciale. Mais oui, dans la situation spéciale, la vie aussi, elle est spéciale à chaque minute, à chaque moment. Nous devons vivre. Autant qu'on appelle de manière spéciale la jeunesse d'intégrer l'armée, autant le gouvernement doit prendre des mesures urgentes. Par exemple, voir la décision venant du côté du Parlement que non, sur les salaires de nos députés, on réduit par exemple sur les 21 000 $, si c'est vrai, on réduit 10 000 $ sur chaque député. Et tout jeune qui intègre, qui s'inscrit dans l'armée, pour cette catégorie, comme c'est un cas particulier, avant d'aller au front, nous lui donnons une motivation. L'armée, elle est fondée plus sur la motivation, papa. S'il y a encore des problèmes dans notre armée, c'est parce qu'ils ne sont pas justement bien motivés. Si on commençait par motiver, comme c'est un cas spécial, le gouvernement doit prendre des mesures. On dit à la jeunesse, voilà, nous avons fait l'appel à la jeunesse d'intégrer l'armée. Vous avez tout un ministère que vous devrez normalement aller porter toutes vos recommandations pour que... Mais est-ce qu'on va te laisser l'opportunité? Si les autorités peuvent avoir la chance de nous suivre, vous connaissez comment ça se passe dans nos circuits, dans nos cabinets ici. Nous proposons, le chef de l'État a lancé l'appel, mais ça doit être suivi par certaines mesures d'accompagnement. Notamment, première des choses, motivation. Si aujourd'hui seulement le gouvernement lançait maintenant, au-delà de cet appel, un appel encore solennel, que voilà, nous sommes à la gare, l'inscription de la jeunesse se passe à la gare, ça se passe par exemple à la poste, ça se passe tel part. Tout jeune qui s'inscrit, d'office d'abord, il a par exemple une prime de 500 $ avant d'aller. Mais il y aura une panoplie, une myriade de jeunes qui vont s'inscrire. Mais quand on lance seulement, le chef de l'État a lancé, comme elle a dit un tout petit peu là, ça s'arrête au niveau du discours, au discours. Et la suite, c'est quoi? Le chef de l'État n'a pas seulement demandé à la jeunesse d'intégrer l'armée. Il a appelé toutes les forces de mettre de côté leurs divergences politiques. Il a mobilisé la nation. Mais d'autres, une autre opinion, pensent d'ailleurs que, au lieu que ça reste seulement dans les discours, le chef de l'État aurait dû convoquer officiellement des assises formelles. Parce qu'à ce stade où nous sommes 48 heures après, qu'en est-il de tout ce que le chef de l'État a dit? Mais si c'était formalisé, voilà. Mais c'est Gabin, comment se porte la jeunesse au Lualaba avant de revenir sur quelques recommandations que vous pouvez formuler avant de passer au deuxième numéro de notre échange? En tout cas, merci beaucoup, M. Daniel. Je suis bien tenté de répondre directement à la question en ce qui concerne la situation de la jeunesse au Lualaba, ma chère province. Mais ici, d'abord, il s'agit de l'échiquier national. Très bien. Je préfère commencer par la nation pour chuter par chez moi. Très bien. L'appel du chef de l'État concerne beaucoup plus les jeunes. Et entendre les interventions de mes co-débatteurs, je comprends juste qu'effectivement, la jeunesse a un problème. Dans toutes les armées du monde, on ne recrute que des jeunes. C'est l'ossature même de l'armée. Parce qu'une armée vieillotte est vouée à l'échec. Et l'armée n'est pas faite pour tout le monde. C'est d'abord une vocation. Il y a des gens qui font l'armée parce qu'ils ont le désir de se faire militaire. Dès le jeune âge, il s'est dit, moi, je serai militaire. Il y en a aussi ceux-là qui le font par obligation étatique. Il y a des États, et la plupart des États les plus démocratiques au monde, une fois que vous terminez votre cursus scolaire, vous allez directement à l'armée. On vous garde, vous n'êtes pas militaire, mais vous restez un réserviste. Dans la situation exceptionnelle telle que la nôtre, on fait recours à tous ces étudiants là-bas qui sont sans emploi, mais qui connaissent, qui savent manipuler les armes. Et on les prend, on les amène à la guerre.
à des situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. Au moment où nous en sommes, nous ne pouvons pas réfléchir quelles sont les conditions d'intégration de l'armée. L'obligation patriotique nous demande d'abord de réagir spontanément. Je suis tout à fait d'accord, c'est la démocratie, mais l'obligation patriotique nous demande d'abord de réagir positivement à cet appel. Bien que, en tant qu'humanistes, nous savons, parce que depuis que le Congo est Congo, où avons-nous déjà appris que les conditions des militaires se sont améliorées depuis que le Congo est indépendant? Les militaires vivent toujours dans la misère. Les salaires ont toujours été médiocres. Est-ce pour autant que les rangs des FARDC ont été diminués? Les gens ont quitté l'armée? Non, ils sont toujours là. Il y en a qui ont adhéré. Mais il y a des conditions d'attractivité. Notamment, je me souviens en son temps, quand le héros national, paix à son âme, Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a amélioré un tout petit peu. Il y a des étudiants, je me souviens à notre époque, des étudiants qui ont abandonné même leur cursus pour aller intégrer l'armée et le service national de Kanyama-Kasese. C'est-à-dire que c'était des gens, quelqu'un qui est en première licence, il arrête son cursus. C'est ce que monsieur Fidel... Écoutez, je suis en train de m'expliquer. J'ai dit, nous ne devons pas faire de ça un préalable par la situation qui court actuellement. Mais c'est par contre des travaux préparatoires qui doivent être faits en amont. Et tout ça, nous n'en avons pas le temps maintenant. C'est que là où moi je vous rejoins, c'est là où vous dites que le chef de l'État doit passer à l'action. En convoquant des assises avec les politiques, en convoquant des assises surtout avec la jeunesse. D'ailleurs, c'est prévu les 30, si je ne me trompe pas. Dans ce pays, le chef de l'État va rencontrer la jeunesse d'ici les 30 novembre. Dans ce pays, quand on parle de la jeunesse, du ministère de la jeunesse, on ne voit que le sport. C'est comme si au ministère de la jeunesse, qu'on dise carrément le ministère des sports. Parce que le département de la jeunesse ne joue pas son rôle. La jeunesse, c'est le moteur même de la vie de la société. Si la jeunesse est en faillite, c'est l'État, c'est la société qui est en faillite. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, excusez-moi les termes, elle est devenue délinquante. Comment ça délinquante? Parce que c'est une jeunesse quasiment irresponsable. On ne la voit pas au devant de la scène. La place de la jeunesse congolaise, c'est au devant de la scène. Mais l'État est arrivé, M. Gabin. Non, le temps ne devrait pas arriver aujourd'hui. Cette prise de conscience devait être antérieure à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, les jeunes, nous nous laissons manipuler par les politiques. Maintenant que les échéances électorales sont en train d'arriver, c'est un appel que nous lançons à tous les jeunes. Dans les partis politiques, les gros effectifs, ce sont les jeunes. C'est à vous d'orienter la politique de vos leaders politiques, d'orienter la politique de nos dirigeants, parce qu'en réalité, les dirigeants, ce sont des redevables vis-à-vis de la population. Mais nous, la jeunesse est devenue faiseuse des rois, et une fois qu'ils arrivent aux affaires, ils abandonnent la jeunesse. Prenons conscience que le destin de ce pays est entre nos mains. Nous sommes capables de nous mettre dans la rue, de réclamer le départ d'un ministre. Pourquoi la jeunesse ne peut pas être capable de faire ça? Prenons conscience que notre destin est entre nous. Très bien. Madame, vous voulez... Oui, je voulais réagir. Juste un petit point par rapport à ce que M. Gabin vient de dire. Il y a des théories, il y a aussi le réalisme. Ce que vous dites, oui, nous voulons y arriver. Très bien. Nous souhaitons y arriver. Où la jeunesse prend conscience et dicte la politique nationale. Mais le cas actuel, notre jeunesse est appauvrie par la politique de notre pays. Ils ont mis les jeunes dans une condition où, même si tu as un travail, tu es toujours pauvre. Et tu dois dépendre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont à la merci des politiciens. Très bien. Mais ce que nous faisons maintenant là, c'est pour éveiller la conscience. C'est ce que je dis. Nous voulons y arriver à ce que vous êtes en train de dire. Mais la réalité des choses est que aujourd'hui, nous sommes traînés par les politiques, manipulés par les politiques. Pourquoi aujourd'hui les chefs d'État font appel aux jeunes? Aujourd'hui seulement. Pourquoi? Parce qu'il sait que, bon, il n'y a pas d'autre alternative. Et nous sommes la population la plus dense, comme on dit. Hein? Voilà, 70% de la population congolaise, oui, ce sont des jeunes. Mais bon, aujourd'hui on fait appel à cette jeunesse parce qu'il dit, bon, c'est la seule grande force que nous avons ici au pays, qu'on peut utiliser
envoyer faire X ou Y chose et essayer de les motiver dans le sens du patriotisme. Oui, on accepte parce que bon, c'est notre pays, nous devons nous battre. Mais le point que mon co-débatteur a soulevé ici, c'est un point très très important. Les conditions de vie, les conditions. Et comme j'avais dit, nous, notre gouvernement réagit, n'agit jamais, n'anticipe pas les choses. Pourquoi tout ce temps n'est pas... Ça fait pratiquement 4 ans que nous sommes le chef d'État. Pourquoi tout ce temps ici n'est pas encourager la jeunesse dans ce sens-là? Donc pour vous, le gouvernement congolais n'arrive pas à soutenir les initiatives du chef de jeunes. C'est pas ça, c'est ce que vous avez dit. Il faut que le gouvernement passe à l'action. Soutenant les idées des jeunes. Voilà pourquoi je reviens à la question que j'ai demandé à M. Gabin de nous dire au niveau de la province. M. Gabin a parlé de la vocation. M. Gabin a parlé ici de la vocation. L'armée, c'est une vocation. Pour nous catholiques, toute vocation est accompagnée par, est toujours précédée par ce qu'on appelle accompagnement spirituel. Et si je ramène ça dans ces débats, toute vocation de l'armée par rapport à l'appel du chef de l'État doit être nécessairement accompagnée. Par quoi? Par des conditions allant dans le sens d'améliorer les conditions de l'armée. La jeunesse n'est pas contre l'appel du chef de l'État, mais la volonté doit provenir effectivement au niveau de la politique pour permettre à cette jeunesse d'intégrer l'armée. Je vais réagir aussi à Très bien, avant qu'on passe déjà. Je réagis au propos de M. Gabin. Je veux prendre la situation sociale en République démocratique du Congo. Vous voyez, on est dans des familles. Vous voyez, on n'a pas grandi dans ces familles-là bourgeoises. Vous voyez, et puis nos parents espèrent sur nous, espèrent vraiment en leurs enfants. Nous grandissons, ils se battent de gauche à droite pour carrément subvenir à nos besoins, pour payer, financer nos études. Et lorsque nous grandissons, ces parents-là attendent aussi beaucoup de nous. Est-ce que y a-t-il un parent en République démocratique du Congo qui voudrait voir un jour son enfant adhérer dans une profession où carrément il n'y a rien, où son enfant n'arrive même pas à nouer le deux bouts du mois? Parce que à la fin, on paye un enfant, on lui donne son salaire, il doit également penser à ses parents. En ce moment-là, ses parents n'ont pas à faire. Ses parents sont carrément de troisième âge et ils attendent carrément que l'enfant puisse apporter quelque chose. Mais vous nous dites... Au nom de la République. Non, attendez. Non, nous ne pouvons pas nous sacrifier comme ça. Les ennemis sont en train de venir. L'ascenseur aussi. Comment nous allons laisser ces pays, la patrie que M. Gabin est en train de demander. Patriotique, ça nous anime. Nous sommes confrontés à des réalités. Parce que je ne peux pas sacrifier mes parents pour, par exemple, intégrer dans l'armée. Et mes parents, non, déjà des forces des jeunes de partis. C'est une réalité inévitable. S'il vous plaît. Attendez, laissez David terminer, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Le fougue de la jeunesse. Très bien. C'est bien beau de parler comme ça. D'ailleurs, vous l'avez mentionné, c'est une vocation. Oui, c'est une vocation. J'ai dit non, j'ai fait les études primaires, humanitaires, j'ai dit non, moi je serai journaliste. Très bien. Je serai journaliste, ça me passionne, je vais le faire. Moi, je serai militaire. C'est comme ça. Mais il y a aussi des cas spéciaux. C'est dans les cas dans lesquels nous nous retrouvons, où la jeunesse doit maintenant apporter également sa pierre à l'édifice. Dans ces cas où nous sommes menacés, la vie est menacée. Exactement, nous sommes attaqués. Mais on ne peut pas d'abord laisser tout et aller d'abord défendre la nation. Comme le disait M. Gabin, David. Nous serons au front, mais nos familles vont carrément tomber. Et même toute la famille est menacée. Mais nous nous battons pour qui dans la vie? famille est Papa menacée. va au travail pour qui? Pour sa famille. Maman va au marché pour qui? C'est pour nourrir sa famille, en fait. C'est là, moi, je propose au chef de l'État de faire d'abord appel aux jeunes qui sont dans des partis politiques. Pas par des intermédiations. Comme nous avons lu dans le... Ligue de béret rouge, béret vert, béret jaune, béret noir, béret blanc. Devrait avoir été au front. Voilà. Prêcher d'abord par l'exemple, comme on le disait là. Des institutions. Moi, je ne suis pas contre ça. Moi, je ne suis pas contre ça. Nous sommes dans une situation critique. La crise sanitaire, la crise sécuritaire. N'oubliez pas que nous n'avons que ça comme
les biens. Exactement, la crise sécuritaire, elle a vraiment atteint le point culminant, son paroxysme. Mais moi, je trouve que nous devons d'abord améliorer les conditions avant que nous ne puissions adhérer. Très bien. Ouais. Alors, le message du chef de l'État est-il... je suis en train de réfléchir, hein, est-ce de la manipulation? Il veut manipuler la jeunesse? Qui est le chef de l'État? Oui. Non, je pense qu'il ne veut pas manipuler la jeunesse. Il est en train, par contre, de chercher la solution pour mettre terme à ce qui se passe à l'est du pays. Monsieur Gabin. Vous m'avez coupé, vous m'avez presque arraché. Vous avez la parole, monsieur Gabin. Vous m'avez presque arraché la parole. Vous avez hâte de réagir. Oui, oui, très bien, merci. Mon co-débatteur venait de dire ici. Très bien. Vous savez, nous sommes dans une situation critique, très critique. Ou si nous devons rester, nous attarder encore sur des réflexions à faire pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Demain après demain, nous allons tous fuir même ce plateau. Les rebelles seront partout et même nos parents se retrouveront tous en insécurité. C'est-à-dire qu'il y a devoir, il y a obligation d'agir et de réagir par après. Parce que la situation dans laquelle se retrouvent nos forces de sécurité ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai dit, depuis que le Congo est Congo, je n'ai jamais vu des conditions aussi améliorées de nos parents militaires, de nos frères qui sont dans l'armée, dans les services de sécurité. Ce sont les mêmes tenues, les mêmes bottes, les mêmes salaires, à peu près majorés de quelques centimes seulement. Mais est-ce pour autant que les gens n'adhèrent pas? Ceux-là qui ont la vocation d'adhérer à l'armée le font par patriotisme. Et non seulement au nom des conditions. Mais nous devons faire un plaidoyer auprès des instances dirigeantes pour qu'un vrai consortium des jeunes réfléchis, des jeunes capables de pouvoir initier des réformes structurelles, parce que ce pays a besoin de réformes à tous les niveaux. Quand je dis à tous les niveaux, ce n'est pas seulement au niveau de la jeunesse, au niveau des institutions dirigeantes, au niveau de la présidence. Il y a des problèmes très sérieux qui créent des frustrations partout dans nos provinces. Il y a des gens qui font des choses, même plus au sommet de l'État, qui scandalisent la jeunesse. Mais si la jeunesse ne sait pas prendre ses responsabilités pour mettre ses dirigeants devant leurs responsabilités, tout ce qu'on aura dit n'aura servi à rien. Alors, c'est que nous devons faire, par ce temps qui court d'abord, c'est de répondre massivement à l'appel du chef. Au même moment, de lui demander, je l'avais déjà dit sur d'autres chaînes, que le chef aille au-delà de cette déclaration d'intention. Très bien. Qu'il fasse des consensus, de convoquer un dialogue intercongolais, je voulais dire, Loalabé, je suis très tenté par ça. Vraiment. Comprenez que c'est le souci de ma chère province. Très bien. Donc, qu'il convoque ces assises. Que ces assises ne soient pas composées seulement des politiques. Ouais. Non, qu'il compose des assises avec des politiques, parce que nous connaissons les jeux des politiques, ainsi que leur système de jeu. Le joueur politique et son système de jeu est connu. Et c'est à ça que nous voulons nous attaquer, nous, en tant que jeunesse. Parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, le pays se retrouve dans une situation par la simple volonté de nos dirigeants. Merci. Alors, nous, jeunes, nous sommes venus avec une nouvelle dynamique pour proposer des pistes de solutions au chef de l'État. Mais il faudra qu'il nous rencontre, que l'on sélectionne des jeunes de part de toutes les 26 provinces, des jeunes réfléchis, pas des gens qu'on va ramasser ça et là, les délinquants qui vont commencer à insulter les gens comme ils en ont l'habitude. Jeunesse, prenons conscience que l'avenir de ce pays est entre nos mains. C'est le moment ou jamais de rectifier le tir. Très bien. Alors, nous sommes en train de terminer petit à petit. On passe par rapport aux responsabilités. Quelle attitude nous, jeunes, nous devons adopter dans cette période de crise, David? Fuir, aller chercher les travail ailleurs. Nous ne devons pas fuir. Quelle est l'attitude que moi et vous, en tant que jeunes, nous devons normalement prendre et avec ce qui nous suivra par exemple? On ne doit pas fuir nos responsabilités. Comme le disait M. Gabin. Exactement, on ne doit pas fuir nos responsabilités. Nous ne sommes pas le seul pays au monde confronté à la crise sanitaire, à la crise sécuritaire, pardon, avec la Covid-19. On l'a vu en Ukraine, tous ceux qui ont défendu l'intégrité du territoire n'étaient pas carrément des militaires. Il y a de ces hommes-là qui sont allés mettre leur famille à l'abri et venir
se battre pour la nation. La nation, vous l'avez vu, c'est dans une situation extrême. Mais nous ne sommes pas encore à ces points-là. Mais si nous arrivons à ces points-là, à ces niveaux-là qu'a connu l'Ukraine, mais M. Gabin, vous serez étonné de nous voir, de voir les journalistes, de voir le médecin prendre les armes. Mais aujourd'hui, nous avons juste besoin que nous puissions être entendus, que les chefs de l'État nous rencontrent. Nous, la jeunesse, nous avons bien sûr ces désirs-là de faire quelque chose pour la nation. Mais nous sommes toujours piétinés par les politiques, voilà, qui nous utilisent un tout petit peu, mais ne veulent pas faire en sorte que nous puissions nous croiser, nous puissions parler. Est-ce que la jeunesse est préparée, vraiment? Les jeunesses, moi je trouve que la jeunesse, elle est dépendante. Elle n'est pas préparée. Elle est en train de vivre, de danser à la musique des politiques, en fait. Donc, quand on bat les tam-tams de ses côtés, la jeunesse danse de ses côtés. Quand on bat les tam-tams du côté gauche, la jeunesse danse également du côté. Elle est carrément manipulée. On ne nous laisse pas les libres choix d'innover. On ne nous laisse pas les libres choix de carrément apporter notre pierre à l'édifice. Ils font ce que eux veulent. Ils nous manipulent. Mais ce que moi je veux, c'est que nous puissions rencontrer le président de la République. Qu'il rencontre les jeunes également. Arrêtons un peu avec ces assises-là inter-congolais. Et puis on voit les mêmes personnes toujours autour de la table. Mais non, on a des chefs des cellules, des chefs des quartiers. Le président qui dit, je vais rencontrer ces jeunes-là dans les faubourgs de la République démocratique du Congo. On ne veut pas voir le même personne autour de la table. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Culturelles et autres. Monsieur Gabin l'a également dit, c'est la jeunesse aujourd'hui qui doit être au devant de la ligne. Mais avec quels moyens? Voilà, c'est ça le problème. Nous sommes étouffés. On ne peut pas être au devant de la ligne. Quand il s'agit des bonnes choses, on veut que dans les bons ou dans les mauvais moments, nous soyons dedans. Mais quand il s'agit des mauvais moments, on retrouve les jeunes. Quand il s'agit maintenant de partager, de sucer également le miel, de boire du lait, nous ne sommes pas là. Mais non, ça nous j'espère que les autorités vont répondre à votre appel. David Kabamba. Madame, quelle attitude, nous, en tant que jeunes, nous devons avoir dans cette période? Bon, dans cette période, je ne sais pas dire que nous, jeunes, devons... Il faut s'asseoir, attendre qu'on vienne nous chercher à la maison. On doit organiser quoi? On doit faire quoi en tant que jeunes? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions, n'est-ce pas? Bon, j'ai vu... une initiative que j'ai beaucoup appréciée de mes amis à Lubumbashi, président Simon Kalenga. Ils ont commencé les marches pour soutenir les FARDC et dénoncer aussi l'agression du Rwanda par le M23. C'est déjà bien, c'est déjà une bonne initiative. C'est vrai, nous devons rester mobilisés, sereins et déterminés. Pourquoi déterminés? La guerre a ses caprices. La guerre, c'est aussi l'image que nous renvoyons de notre pays, de nous-mêmes, la jeunesse congolaise. Bon, les pays, nos pays voisins, que ce soit en Occident, ils doivent se demander, bon, la jeunesse de ce pays-là, que fait la jeunesse en ce moment? Quelle attitude ont? Plutôt la jeunesse. Très bien. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous devons rester déterminés, nous devons avoir l'attitude qui montre que nous sommes en guerre. J'ai beaucoup déploré ce qui se passe ici à Kinshasa. Malgré qu'on avait annoncé que Rutshuru, Kiwanja a été désormais sous le contrôle de M23. Mais je vois ici à Kinshasa, c'est toujours la fête, c'est toujours les concerts, les sorties. Avec notre nouveau métier de communicateur, on insulte des gens sur des réseaux sociaux et tout. Personne n'a l'attitude qui montre que nous sommes sous agression, notre pays est en guerre. Très bien. Alors, je pense que la jeunesse consciente doit travailler sur cette image-là, l'image que nous renvoyons, notre image par rapport à nos agresseurs. Est-ce que c'est une question qui nous alerte? C'est une question qui nous intéresse?
Nous sommes tout le temps collés sur nos téléphones, sur des réseaux sociaux. Quels sont les messages que nous renvoyons? Très bien. On parle de quoi sur nos réseaux sociaux? Est-ce qu'on parle de l'agression de notre pays? On parle des FARDC. Ici, nous avons commencé un bon débat sur les conditions de vie des FARDC. Est-ce qu'on parle de ça suffisamment? Est-ce que nos voix sont entendues ici et ailleurs? Voilà, je pense que c'est l'attitude qu'on peut avoir en ce moment. Pour ceux qui veulent intégrer l'armée, malheureusement, je ne peux pas. Je le dis déjà ouvertement. Pour ceux qui veulent intégrer l'armée, moi, je les encourage. Je les encourage. Voilà, comme M. Gabin et quelques amis de là-bas. Très bien. Je vous encourage et vous avez notre soutien. Voilà. Très bien. Monsieur, avant que je termine avec monsieur Gabin, je pense que, et quelques recommandations. Dans une minute, on va je pense que l'attitude que nous, jeunesse, devons adopter, c'est l'attitude positive. Très bien. Le chef a lancé l'appel. Nous, en tant que leader de jeunes, nous devons mobiliser. Mais je précise une chose. L'armée a une population estimée à 17 millions. Nous, Congolais, nous sommes au-delà des 100 millions actuellement. Et nous avons une armée de plus de 100 000 hommes, si je ne me trompe pas. Oui. Et le Rwanda a 36 000 hommes. Donc, les problèmes, la jeunesse, oui, nous acceptons. Mais qu'on améliore d'abord les conditions dans l'armée. Actuellement déjà, avec du point de vue numérique, l'armée que nous avons par rapport aux forces armées du Rwanda, si on améliore déjà les conditions de vie de ceux qui se retrouvent déjà dans l'armée actuellement, peut-être le chef de l'État n'aurait même pas ce temps de passer à la télévision, lancer un appel à la jeunesse. Parce que nous avons, nous avons un grand nombre de militaires, mais dont les conditions nécessitent d'être révisitées. On doit révisiter ces conditions de vie. Merci. Monsieur Gabin, l'attitude et quelques recommandations au gouvernement congolais et à la jeunesse en particulier. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. J'ose croire que ce sera peut-être mon dernier mot. Je vais profiter pour sensibiliser beaucoup plus la jeunesse lualabaise par ce temps qui court, qui verse dans une délinquance à outrance. Excusez-moi le terme, chers jeunes du Lualaba, parce que je n'en trouve pas d'autres. Parce que ce qui se passe dans la politique intérieure de la province du Lualaba, ça frise les ridicules. Très bien. La jeunesse est manipulée par des politiques. Il y a ce clivage qui fait que les jeunes n'arrivent plus à se mettre autour d'une même table pour discuter des vrais enjeux de la politique. Chacun n'y voit que sa poche, son ventre, son petit ventre, sa petite famille, et puis c'est tout. C'est ce qui fragilise même la force. Or, une jeunesse consciente, une jeunesse responsable, une jeunesse dynamique, réfléchie, qui pense à l'avenir de sa province ou de son pays, doit se mettre d'accord, arrêter toutes les divergences idéologiques, tribales, pour se mettre d'accord au nom de la province et au nom de la nation. Notre chère province du Lualaba est en train de traverser une situation très difficile. Il y a une situation d'insécurité constitutionnelle grave dans la province du Lualaba. Mais aujourd'hui, les gens ne savent plus parler droit, ne savent plus parler légalité, ne savent plus parler légitimité. Merci. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'un camp par rapport à un autre camp. Et pourtant, nous, jeunes, nous devons être du côté de la justice. Que dit le droit? Le droit dit ceci. Qui est gouverneur, qui ne l'est pas? C'est pourquoi vous voyez au Lualaba, les jeunes sont divisés. Parce qu'ils voient les intérêts. Si je soutiens tel, même s'il est dans l'illégalité, il peut me donner quelque chose. C'est ce qui nous affaiblit, qui fait aujourd'hui que même au niveau national, la pauvreté, je rattrape mes co-débatteurs, la pauvreté fait que les jeunes sont devenus aveugles, sont devenus applaudisseurs, sont devenus des lèche-bottes des hommes politiques. Et pourtant, c'est par contre les politiques qui doivent venir vers la jeunesse, qui est la caisse de résonance, qui doit donner des idées, qui doit apporter des réformes nécessaires pour que ce pays aille de l'avant. Nous, jeunes, seuls, sommes capables de traîner ce grand paquebot qui est la République démocratique du Congo. Ce n'est pas l'affaire du chef de l'État, ce n'est pas l'affaire des gouvernants, c'est l'affaire de la jeunesse. Prenons conscience de qui nous sommes véritablement. Mettons-nous dans la rue, dénonçons ce qui doit être dénoncé. Disons haut et fort qui y est le véritable responsable de la situation dans laquelle se retrouve le pays. Ce sont nos politiques, ce sont nos dirigeants. Nous devons les approcher. Qu'ils viennent vers la jeunesse, qu'ils sélectionnent la vraie jeunesse. Je parle bien de la jeunesse réfléchie. Pour qu'on arrive à une solution durable dans ce pays. Dans 5 secondes. Au nom du Haut-Katanga, je vous dis merci pour l'invitation.
il y a beaucoup de recommandations. Nous sommes venus spécialement à Kinshasa pour rencontrer les parlementaires katangais. Très bien. Question d'échanger par rapport à le temps qu'ils ont passé à l'hémicycle. Quelle a été leur proposition concernant le social du Katanga et la jeunesse en particulier. Bon, nous continuons le travail et nous remercions les quelques honorables qui nous ont rencontrés et qui nous ont donné un peu leur bilan. Et bon, le reste, nous y travaillons encore. Certainement, avant de quitter la ville de Kinshasa, on viendra encore sur votre plateau pour vous donner une suite. C'est un honneur. ACD Cordeau fidèle. ACD dans se porte très bien. Nous avons fini. ACD se porte bien dans le cadre toujours de la sensibilisation de cet appel du chef de l'État par rapport à l'intégration de la jeunesse dans l'armée. ACD organise une manifestation, soit une rencontre demain dans le Lualaba. Je pense que nous viendrons donner les détails. Merci beaucoup. David Kabamba, un dernier mot, nous sommes à la fin. Exactement. Je dis merci à Daniel, à vous bien sûr de nous avoir ici, de nous avoir reçus ici sur ces plateaux. J'appelle encore, j'en appelle à cette conscience de la jeunesse. Nous pouvons vraiment apporter beaucoup. Nous sommes carrément, on peut dire comment, nous sommes au devant de la ligne, nous représentons même la République démocratique du Congo. Alors on doit canaliser carrément nos actions afin de porter si haut ces beaux pays, la RDC. C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter ces numéros ensemble avec nos jeunes leaders. Les rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.